été obligé de couper. Ça enregistre? Alors là, attends, je vais mettre le micro de ce côté. Ouais. Le plus près possible de M. Cousin. Bon, faut quand même entendre la question. Francis. Je peux vous appeler Francis. Oui, oui, je vais quand même vous voyez pour l'interview. Ça te fait toujours peur, moi? Alors moi, je vous vois toujours les gens. D'accord. Parce que j'ai tellement vécu dans des groupes où le tutoiement était une imposture généralisée que je refuse de rentrer. Aujourd'hui, quand on licencie un mec d'une manière crapuleuse, on le tutoie. Donc je sors du tutoiement, mais par respect pour mes interlocuteurs. C'est bon. On vous soigne ou on tutoie? Ah, d'accord. Alors, Francis Cousin, bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes un penseur que l'on peut qualifier de marxien et de debordien, en référence bien sûr à Karl Marx et à Guy Debord. Et vous êtes l'auteur de plusieurs essais. Alors, nous avons la critique de la société d'indistinction, l'être contre l'avoir, et plus récemment, commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers, donc sous-titré critique de la dictature démocratique du spectacle de la marchandise terminale. Alors, votre travail s'inscrit dans la continuité de l'analyse marxienne et debordienne du fétichisme et de la marchandise. D'où ces deux premières questions, Francis Cousin. Peut-on dire que la critique marxienne du fétichisme et de la marchandise, telle que Marx la développe dès le début du livre 1 du Capital, est le cœur de la critique de Marx contre le mode de production capitaliste? Et deuxième question, qui rejoint cette première question, le fétichisme de la marchandise par lequel l'homme se trouve asservi par l'autonomisation du produit de sa propre activité sociale, n'est-il pas central pour comprendre la structure contemporaine? Oui. Alors, je reprendrai ce que vous me dites là pour y répondre, mais avec quelques modifications. C'est-à-dire que je pense que l'essentiel nécessite préalablement une clarification au niveau des mots. C'est-à-dire que je récuse les mots de marxien et je récuse les mots de debordien. Il y a eu toute une pensée universitaire, para-universitaire, péri-universitaire qui a opposé le Marx radical qui serait marxien au Marx institutionnalisé par l'imposture du capital qui serait marxiste. Et à partir de là, on fait référence à des auteurs et on rajoute toujours à ces auteurs l'expression « ien ». Debordien, marxien, etc. Moi, je pense que pour retrouver ce que Marx et Engels eux-mêmes ont positionné, il faut en revenir au concept de radicalité méthodologique le plus explosif, c'est-à-dire critique communiste. La critique communiste, bien évidemment, n'est pas marxiste, puisque le marxisme est une imposture qui propose comme gigantesque boulevard la social-démocratie ou le bolchevisme, qui ne sont que des façons de recomposer le capital. Et la critique communiste, elle n'est pas marxienne, elle n'est pas debordienne, elle est impersonnelle, au sens où elle exprime la radicalité du mouvement réel de l'histoire. C'est-à-dire que la critique du fétichisme de la marchandise chez Marx, avant de découler des visites nombreuses et variées de Marx au British Museum, relisant Smith, Ricardo, le mode de production asiatique, l'histoire de la Chine, etc., elle est d'abord l'expression de ces groupes radicaux qui, dans la première internationale, ont ouvert la voie méthodologique tripale du pensée subversive des grandes profondeurs, du jouir incendiaire qui traverse la vie des hommes dans leur refus de se voir ravaler au rang de marchandises. Donc, la tête, le cerveau, les neurones de Marx, de Debord, c'est certes important, mais ça n'est important qu'en tant qu'avec une humilité flagrante, ils se pensent comme des dépositaires humbles, extrêmement humbles, de quelque chose qui est l'expression radicale du mouvement réel. À de nombreuses reprises, dans les lettres à Weidmeyer, à Schweitzer, à Kugelmann, Marx et Engels disent que la chose la plus importante, c'est 1 millimètre de pratique radicale dans le mouvement réel, bien plus que des pages entières de documentation riche. C'est-à-dire que un seul millimètre de mouvement réel pratique radical dans l'automouvement de la subversion ouvrière, c'est 1000 fois plus riche que toutes les réflexions théoriques. Et donc, je pense que la critique du fétichisme de la marchandise, qui est le plus grand missile qui a été envoyé contre le capital, bien évidemment, c'est pas marxiste, parce que Marx a toujours dit qu'il n'était pas marxiste, mais Marx n'a jamais dit qu'il n'était pas marxiste au sens où il aurait été marxien. Il a toujours dit « je ne suis pas marxiste » au sens où je suis communiste.
Et la critique radicale que Marx fait de l'imposture idéologique de la représentation du fétiche marchand, c'est en même temps une critique radicale du fétiche marchand, de la représentation narcissique du théoricien. Donc, plus ce que je dis est important, plus ce que je dis est décisif, plus ce que je dis est radical, plus c'est l'expression communiste du mouvement réel, au sens où le mouvement réel du communisme, c'est l'automouvement de l'humanité qui veut s'émanciper en tant que communauté, délivrée définitivement du fétiche marchand. Donc ni debordien, ni marxien, critique radicale communiste, au sens où l'objectif de la critique radicale, qui résulte de l'automouvement réel de la classe ouvrière qui s'abolit en tant que classe ouvrière, c'est le retour à la communauté humaine. D'accord, eh bien merci à vous pour cette réponse. Alors toujours par rapport au fétichisme de la marchandise, dans la critique de la société d'indistinction, donc vous développez toute une série d'analyses à partir de ce concept, et vous expliquez bien en fait que la domination du fétichisme de la marchandise, c'est ce que vous appelez la dictature spectaculaire de la valeur d'échange. Valeur d'échange qui, comme Marx nous l'explique dans le Capital, suppose l'abstraction des différences qualitatives pour pouvoir être déterminées. Ce que Marx en effet nous apprend, c'est que pour pouvoir être comparables entre elles afin d'être échangées, les marchandises partagent un point commun qui est la quantité de travail socialement nécessaire à leur production. Et ce travail repose sur une égalisation qualitative des différents travaux particuliers, une abstraction ou une indifférenciation qui nie la diversité qualitative des travaux particuliers. Et donc en fait, à partir de cette analyse marxienne de la nature de la valeur d'échange de la marchandise, vous expliquez dans cet essai en fait que la logique marchande de l'équivalence généralisée, eh bien, elle correspond finalement au développement du quantitatif d'indistinction au détriment du qualitatif de la distinction. De telle sorte que le monde contemporain, qui est le monde de la domination marchande, est finalement le monde de la confusion qualitative généralisée. Et vous parlez ainsi de chaos d'indistinction. Dans cette perspective, Francis Cousin, peut-on dire que l'antiracisme est l'arme idéologique mise en place par l'indistinction marchande triomphante pour rendre impossible certaines distinctions de subversion qualitative critique? Je peux poser la question autrement. L'interdiction antiraciste de discriminer, c'est-à-dire finalement l'interdiction d'opérer certaines distinctions qualitatives, eh bien, n'est-elle pas au fond une arme que le spectacle de la marchandise utilise pour sa propre valorisation? Oui, alors effectivement, tout se tient dans une logique parfaite si effectivement on fait référence au manuscrit de 44 et au Capital en passant par les Grundrisse. Dans les manuscrits de 44, Marx montre que justement la dictature de la valeur d'échange est non seulement indistinction, inversion, mais liquidation de toute qualité spécifique, puisque la dictature de la valeur d'échange fait que le monde entier devient une valeur d'échange. Les émotions, le sexe, l'amour, la tendresse, la nature, la terre, la mer, les océans, tout étant devenu valeur d'échange, il n'y a plus aucune qualité distincte qui puisse définir une relation de sensualité réelle, puisque la sensualité et l'émotion étant marchandisées, tout est absorbé dans la valeur d'échange et tout est indistinct, puisque si tout est valeur d'échange d'abord, plus rien n'est ce qu'il était avant que la valeur d'échange ne devienne l'impérialisme absolu du monde asservi. Donc il est clair que la grande qualité de la valeur d'échange triomphante, c'est l'indistinction. Dans le cadre de l'indistinction, tout s'achète et tout se vend, donc tout se vaut. Et puisque tout se vaut, tous les repères qui positionnaient avant le tout se vaut absolu de la domination réalisée du capital doivent disparaître. Et l'un des grands critères de la pensée subversive, de la pensée sociale, telle qu'elle est posée par Marx d'un point de vue de l'auto-émancipation humaine, reprenant Hegel, c'est la grande compréhension de ce que Marx, reprenant Hegel, va appeler la temporalité mobile et la temporalité immobile. Marx, au regard du fait qu'il exprime dans les années 1840-1870, dans le cadre de la Première Internationale, dans le cadre de la Ligue communiste, le mouvement le plus offensif et le plus subversif des luttes de classe, est amené à dresser un panorama mondial de l'histoire des luttes sociales. Et il rappelle à différentes reprises que si tous les continents ont connu des luttes sociales
relativement intensive. On pourrait d'ailleurs parler longuement des insurrections paysannes en Chine, on pourrait parler des insurrections paysannes en Inde. Il fait le constat que, contrairement à la matrice objective du temps mobile européen, qui découle des invasions germaniques, qui découle de la généralisation des communaux, qui découle de toute cette radicalité de jacquerie paysanne qui va sans cesse enflammer le continent européen, jusqu'à ce que, par l'exil rural qui va faire passer ces populations rurales dans le camp de concentration usinier du capital et qui va produire cette incandescence subversive qui mettra en mouvement la Commune de Paris, qui mettra en mouvement 36, qui mettra en mouvement 68, la Commune de Barcelone, la Commune de Budapest, il y a des temporalités immobiles qui ne connaissent que des agitations sociales de recomposition de la matrice oppressive. C'est-à-dire que en Europe, durant tout le temps des jacqueries paysannes, j'ai effectivement des explosions paysannes qui posent la question non pas simplement de la lutte antifiscale, mais de l'abolition de l'argent, de l'abolition de l'État et de l'abolition des dynasties privilégiées pour retrouver une communauté émancipée de tout argent et de tout État. Et en Orient, ce que Marx définit comme cette temporalité passive indépassable, j'ai des luttes paysannes qui s'opposent au fisc, qui s'opposent à l'État, mais qui aboutissent toujours à demander une recomposition de l'oppression, mais jamais une abolition de l'oppression. Donc Marx va définir à partir de là des temporalités ouvertes et des temporalités fermées. Et ce n'est pas un hasard si les textes les plus critiques, les plus insurrectionnels, les plus radicaux émergent autour du manifeste communiste en 1844 en Europe, autour des groupes ouvriers les plus subversifs, et que ça n'a pas lieu à New Delhi, à Sao Paulo ou à Canberra. Il y a donc une dynamique spécifique des forces productives de l'histoire qui fait que c'est en Europe que s'est matérialisée la critique radicale la plus incendiaire. Et cette critique radicale la plus incendiaire, elle s'est positionnée sur des luttes de classe qui posaient la transformation des luttes réformistes en lutte révolutionnaire pour l'abolition de la condition prolétarienne elle-même. Dans la temporalité fermée des temps orientaux, j'ai des recompositions réformistes pour améliorer la situation servile. Je n'ai jamais eu de manière massive et de manière théorico-pratique clairement définie la nécessité de l'abolition de la condition prolétarienne en tant que telle. C'est en Europe que ça a eu lieu. Donc c'est en Europe que ça a eu lieu parce qu'il y a une lutte de classe pratique concrète qui, dans l'arc historique qui conduit des jacqueries paysannes jusqu'au prolétariat industriel moderne, une continuité historique déterministe s'est positionnée avec le jaillissement d'un automouvement radical qui va au-delà du capital, alors qu'ailleurs on ne va jamais au-delà du capital. Et donc, dans le cadre de la modernité capitaliste, à un moment donné, à travers la crise du capital achevée, parce que le capital a connu une phase d'ascension, une phase de domination formelle où il n'était pas lui-même, où il s'articulait sur son antériorité. C'est uniquement à partir des années 1914-1920 que le capital aboutit à la réalisation achevée de sa substance. À partir de cette réalisation achevée de sa substance, et compte tenu des crises qui le traversent, avec effectivement comme axe essentiel la crise du taux de profit, qui est le moteur de la contradiction valorisation-dévalorisation, le capital va rencontrer des phases de crise sociale généralisées qui seront extrêmement dangereuses pour le devenir du capital, et il va se poser la question du remplacement. Le terme de remplacement, il est dans le Capital, et il est posé dans le livre 1 du Capital, dans la fameuse 7e section qui pose le problème des surnuméraires et le problème de l'armée de réserve immigrée. Marx a vu qu'il y avait deux armées de réserve immigrée essentielles pour permettre à la dialectique de valorisation du capital de dépasser les contradictions et les pesanteurs qui lui étaient imposées par la dévalorisation. Il a vu qu'il y avait d'abord une nécessité de créer une armée de réserve féminine. On n'a pas mis les femmes au travail pour leur donner effectivement une émancipation et une joie humaine radicale, mais parce que précisément par la marchandisation de la force de travail féminine, on a fait baisser le coût général et on a permis au capital, à partir de là, de trouver des espaces de valorisation nouveaux. Et dans le même temps où Marx, dans cette fameuse 7e section, explique
que la mise au travail des femmes, c'est la mise en mouvement d'une armée de réserve qui va permettre effectivement de donner des voies nouvelles de valorisation au capital. Il pose clairement le problème de l'armée de réserve immigrée, et il le pose d'une manière extrêmement claire et extrêmement nette quand il dit on remplace un Yankee par 3 Chinois. Un Yankee par 3 Chinois. Il explique bien que c'est par 3 Chinois. On est à cette époque-là dans le cadre de toutes les crises que vit le monde nord-américain. Et tout le monde se rappelle de Lucky Luke avec effectivement les voies de chemin de fer et les braves Chinois qu'on amène pour travailler sur les voies de chemin de fer. Donc la substitution du travailleur Yankee classique par des ouvriers chinois, c'est quelque chose de significatif parce qu'on fait intervenir justement une main-d'œuvre de temporalité fermée dans un champ de lutte de classe de temporalité ouverte. Et on aura le même problème après 68, quand le patronat aura été effectivement paniqué par la grande grève sauvage des 10 millions de grévistes radicaux qui ne voulaient pas reprendre le travail, malgré effectivement la police du capital, malgré la gauche du capital, malgré l'extrême gauche du capital. Et c'est à ce moment-là que les ancêtres du MEDEF mettront en marche de manière industrielle et de manière planifiée la substitution de populations ouvrières radicales européennes ayant effectivement une histoire, une antériorité de lutte de classe subversive. Et on remplacera cette main-d'œuvre qui a posé problème en 68 dans un grand mouvement par des populations censées ne pas poser problème. Et comme le disait Bouygues lui-même, on ira chercher des mecs au bled, c'est l'expression même de Bouygues, parce qu'ils viendront effectivement d'un espace qui ignore la contestation sociale radicale. Donc l'indistinction telle qu'elle est posée dans les manuscrits de 44, qui renvoie au fétichisme de la marchandise tel qu'il est posé dans le Capital, entre les deux, les Grundrisse qui ont fait la jonction sur le problème du dessaisissement et sur le problème de la contradiction valorisation-dévalorisation, on a effectivement la claire compréhension du pourquoi, aujourd'hui, la main-d'œuvre immigrée est un champ d'accumulation capitaliste privilégié, parce que le capital doit toujours, en dernière instance, être analysé du point de vue de la lutte de classe. Qu'est-ce que le capital fait ? Le capital fait toujours ce qui permet de neutraliser la lutte de classe offensive. Donc, l'irruption massive de populations immigrées venant d'une temporalité immobile, ignorant la lutte de classe radicale, tout cela géré de manière, tout cela géré par l'antiracisme, par les chartes de diversité. C'est ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que le cœur de métier publicitaire et industriel du capital, c'est l'antiracisme. L'antiracisme est aujourd'hui de l'ultra-gauche du capital la plus moribonde jusqu'au MEDEF et à tous les centres d'organisation capitalistique, la religion officielle de la temporalité d'aujourd'hui. Le capital veut aujourd'hui une temporalité fermée, c'est la marchandise éternelle. Quel est ce qui sert le mieux la religion de la temporalité fermée de la marchandise immobile? C'est effectivement des populations qui, compte tenu de leur histoire, seront ou des populations lumpenprolétariat, délinquance, ou des populations salariat soumis. Le capital a un seul objectif: vive la délinquance, abat la lutte des classes et vive le salariat soumis. Plus jamais de communard européen. L'insécurité génère de la croissance aussi, en un sens. L'insécurité génère de la croissance, et il ne faut pas oublier que le plus grand danger pour le capital, c'est l'émergence d'un socle mental et social homogène. À partir du moment où il y a une homogénéité entre les populations, il y a une diffusion homogène de la conscience critique possible. Il faut donc hétérogénéiser. Plus l'hétérogénéisation fonctionne, plus le capital a des digues et des écluses pour neutraliser la lutte de classe. Donc, des populations immigrées totalement intégrées à la marchandisation, des populations immigrées à la marge dans le trafic et la délinquance, tout cela organisé, c'est le lieu moteur, le lieu nodal qui fait que la lutte de classe est repoussée. Alors, Francis Cousin, dans votre autre essai, L'être contre l'avoir, vous insistez beaucoup sur la distinction conceptuelle entre communauté et société. La communauté serait celle de l'être générique, dont Marx parle dans les manuscrits de 1844. La communauté donc serait celle de l'être générique que le développement de la civilisation occidentale aurait remplacé par les sociétés de l'aliénation marchande.
Et vous allez même jusqu'à affirmer, semble-t-il, que l'oubli de l'être, concept sur lequel Heidegger a largement travaillé, serait finalement l'oubli de l'être générique, c'est-à-dire l'oubli de l'être communautaire en lequel les hommes échappaient à la logique de l'avoir, à la logique de rentabilisation marchande, à la logique de l'argent. On sait que pour Heidegger, la métaphysique occidentale est la montée en puissance de la subjectivité dans le rapport à l'être. Et donc dans cet essai, dans une inspiration qu'on pourrait à la fois qualifier de marxienne et d'heideggerienne, vous allez jusqu'à dire en fait que cette montée en puissance de la subjectivité, elle est finalement déterminée par la logique marchande. Donc je vous cite, vous dites donc dans L'être contre l'avoir, « Toute l'histoire de la modernité est l'histoire du déploiement de la dialectique par laquelle l'avoir s'est employé à effacer le souvenir de l'être. C'est la dialectique du déploiement de la métaphysique de la subjectivité marchande. » Donc si l'on vous suit, Francis Cousin, vous allez finalement en fait jusqu'à soutenir que l'oubli de l'être, tel qu'il a été problématisé par Heidegger, eh bien en un sens, il est solutionné par Marx, car cet être qui a été oublié, ce serait finalement ce que Marx appelle l'être générique, et l'oubli en fait de cet être générique, eh bien il résulterait de la montée en puissance de la métaphysique marchande, en fait, c'est ce que vous dites. Alors, si vous voulez, il y a un quiproquo qui doit tout de suite être tranché. C'est-à-dire que Heidegger, Hegel et Marx parlent de la même chose, mais absolument pas du même point de vue. C'est-à-dire que Hegel, Heidegger et Marx ont vu que derrière le mouvement de l'histoire de la philosophie, il y avait le mouvement de l'errance par lequel l'homme avait perdu le lien à l'homme. Le seul problème, c'est que Heidegger a une vision complètement conservatrice et anti-subversive de cette errance et de cette déchéance. Heidegger va même quelque part jusqu'à sombrer dans une errance philologique, dans une errance purement linguistique. C'est-à-dire que le fond de cette errance, c'est qu'on est passé du génos communiste radical premier au démos de la valeur d'échange. C'est-à-dire que ce que montre très très bien Engels dans l'origine de la famille, de l'État et de la propriété, c'est que dans ce temps, alors qui est ciblable à l'époque athénienne entre Solon et Clisthène, on a une déstructuration complète de la communauté communiste radicale qui est structurée sur le génos, qui ignore l'argent, qui ignore la division du travail, qui ignore l'État. Et le passage au démos, qui a donné le démos, le peuple, c'est-à-dire qu'est-ce que le peuple? C'est une unité territoriale qui correspond à la valeur d'échange. Il n'y a plus de génos communiste, il y a le travail de la valeur d'échange, et on a donc des hommes qui sont sortis du génos communiste, qui sont sortis de l'être générique, et qui sont ventilés aliénatoirement dans les dèmes, c'est-à-dire dans des unités territoriales où finalement la valeur d'échange se développe. Et c'est à ce moment-là qu'on passe des présocratiques à Socrate. C'est à ce moment-là qu'on passe de penseurs qui nous alertent sur le danger de voir le tout décomposé au socratisme, qui est une masturbation subjective à l'infini, qui va créer justement l'émergence métaphysique à travers Aristote et Platon de systèmes de découpés aliénatoires. C'est-à-dire que chez les présocratiques, seul compte le tout du monde. À partir du délire subjectiviste socratique qui va créer les systèmes aristotéliciens et platoniciens et qui iront jusqu'au grand délire kantien, on a des solutions de cliver, de couper, de découper, de paranoïa clivante. On a la rhétorique, on a l'arithmétique, on a l'histoire, on a la politique. On découpe le tout du monde en espaces de rentabilisation nécessaires. Et c'est cette errance qui fait l'oubli de l'être. Autrement dit, Hegel et Heidegger ont compris qu'il y avait un oubli de l'être, mais ils l'ont compris en des termes, disons, purement conservateurs, qui ont fait l'impasse sur le génos de la radicalité subversive. L'oubli de l'être n'est pas un oubli qui serait ontologique, point. C'est un oubli de l'être qui est ontologique, virgule, parce que la dépossession historique a cassé l'ontos. Donc, il y a chez Heidegger des choses très intéressantes, mais qui sombrent toujours dans la linguistique et qui ne vont nulle part, parce qu'il n'y a jamais de solution subversive, ce qui expliquera d'ailleurs les errements heideggeriens
parce qu'il confondra la Gemeinschaft et la Gemeinwesen, alors que Marx, lui, ne confondra jamais la Gemeinschaft et la Gemeinwesen, parce qu'il sait que l'oubli de l'être, c'est l'oubli de la radicalité subversive de l'être émancipé. Alors, Francis Cousin, donc toujours dans L'être contre l'avoir, vous écrivez, je vous cite, « Les traits vulgaires racistes réactionnaires du droitisme xénophobe ne sont que l'image inversée, mais sur le même terrain aliénatoire de piteuses crucheries, des traits incultes métissolâtres progressistes du gauchardisme xénophile. » Donc en fait, votre idée, Francis Cousin, si on vous suit, c'est que de l'extrême droite à l'extrême gauche, ou de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les partis politiques ne font finalement que reprendre les catégories de l'aliénation de l'économie politique dans une pensée proudhonienne du rééquilibrage des contradictions économiques. En fait, ce que vous dites finalement, c'est que la matrice est la même et que cette matrice, c'est le capital pensé comme une totalité. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, sur tous les sujets, toute pensée qui se pense rénovatrice est par essence une imposture, puisque tout a été réglé dans la Première Internationale. La Première Internationale, dans le cadre des conflits Marx, Proudhon, Marx blanquisme, Marx bakounine, tout a été posé dans la radicalité subversive la plus totale, c'est-à-dire que Marx, en tant qu'expression des luttes de classe les plus radicales de son temps, a dénoncé les mirages de la fausse critique. Et donc, dans le cadre des mirages de la fausse critique, tout doit être analysé du point de vue de la lutte de classe et de la critique radicale de l'économie politique. Il faut toujours rappeler que Marx n'a pas fait une économie politique, mais il a positionné une critique de l'économie politique. C'est-à-dire que l'objet de la critique de l'économie politique, c'est pas la rénovation de l'argent. La rénovation de l'État, c'est l'abolition de l'argent et c'est l'abolition de l'État, tel que Marx le précise dès la deuxième introduction de la guerre civile en France, où effectivement il va dépasser le problème du manifeste communiste tel qu'il avait été posé dans sa forme première. On retrouve d'ailleurs la même chose dans les nouvelles introductions au manifeste communiste. La question essentielle est posée définitivement par Marx d'une manière absolument claire dès ses rééditions du manifeste, dès la guerre civile en France jusqu'à la critique du programme de Gotha. Il ne s'agit pas de rénover ou d'amender l'État et l'argent, il s'agit de totalement les abolir. Alors justement, Francis Cousin, une objection, parce qu'en fait, Marx et Engels ont envisagé, au moment de la rédaction du manifeste, la prise de pouvoir, la conquête de l'État. Mais c'est quelque chose sur lequel ils vont revenir plus tard, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Marx et pour Hegel, le capital a vécu deux temps. Il a vécu le temps de la domination formelle et il a vécu le temps de la domination réelle. Le temps de la domination formelle est le temps où le capital n'a pas réalisé sa substance. C'est un très long temps qui commence au XIIIe siècle avec les révolutions capitalistes médiévales et qui va aller jusqu'à la guerre de 14. C'est-à-dire c'est un monde hybride où le capital se met en mouvement, mais sur la base de son antériorité, qu'il digère et qu'il liquide progressivement. Il s'empare juste du procès de travail, en fait. Il s'empare du procès de travail, il s'empare après de champs entiers de la dynamique sociale, mais il n'a pas créé un mode de production totalement correspondant à sa substance. Il faudra attendre 1914 et la Première Guerre mondiale pour que le capital se réalise mondialement comme réalité achevée de sa substance. Donc, pendant ce temps de domination formelle, Marx et Engels ont sombré quelque part dans l'illusion narcissique du précipité de l'échiquier géopolitique. Ils ont cru que, en intervenant, ils allaient accélérer l'histoire. Bon, ils ne l'ont pas accéléré une seule seconde, puisque l'histoire est une détermination objective qui va à son temps. Par exemple, Marx savait très bien que durant la guerre de sécession, les deux camps étaient deux camps capitalistes, un camp archaïque, un camp novateur. Mais il a soutenu le camp novateur en croyant qu'en soutenant le camp novateur, il accélérait la marche de l'histoire. Bon, Marx, en tant qu'expression radicale, théorique, la plus offensive des luttes de classe pratiques de son temps, a vu beaucoup de choses, mais il n'était ni un ange ni un dieu, et méthodologiquement, cette impatience narcissique a créé effectivement des opacités, des fourvoiements et des écueils. Donc, pendant tout un temps,
c'est d'ailleurs la même chose pour les crises. Marx sait très bien en 1857 qu'il ne vit pas la crise totale du capital. Mais l'impatience narcissique, qui est notre maladie égotiste à tous, fait qu'en 1857, il dit par exemple à Engels, ça y est, ça arrive. C'est-à-dire que l'impatience narcissique est une grande maladie orgueilleuse de l'homme. Et il a lui aussi sombré à plusieurs reprises là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue méthodologique, il est à la fois ça, parce qu'il est un homme comme nous, avec ses imperfections, avec ses écueils et ses opacités, mais il est en même temps, dans le cadre d'une compréhension méthodologique radicale, celui qui va dépasser ses propres limites. Et donc, à partir de la réalité subversive des luttes de classe, qui en particulier vont faire jaillir la Commune de Paris dans cette gigantesque explosion sociale contre l'État, Marx, à partir de ce moment-là, va définitivement positionner la nécessité, selon sa formule, de totalement démantipuler et détruire l'appareil d'État. Donc, il est clair que le projet mixte en période de domination formelle, qui était là pour essayer de précipiter une histoire qui n'allait pas si vite, dès lors qu'on est en domination réelle, c'est-à-dire dans le temps réalisé de la machinerie capitaliste arrivée, ça ne se pose plus. Et là, la lutte radicale contre l'État et contre l'argent est positionnée d'une manière claire. Mais pour revenir tout à l'heure, pour revenir à ce que vous me posiez tout à l'heure comme question sur l'immigration, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration ne peut être posée dans sa totalité dialectique que du point de vue de la lutte de classe et que du point de vue du projet qui est défini par les groupes communistes qui, autour de Marx, vont définir la perspective révolutionnaire de l'abolition de l'État et de l'abolition de l'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, les marécages de la gauche du capital considèrent que l'immigration n'est pas un problème, et les marécages de la droite du capital considèrent que l'immigration est un problème. Mais personne ne le positionne par rapport à sa substance. C'est-à-dire que la droite du capital veut un capitalisme qui ne serait pas coloré. Un marché national. Un marché national. Et la gauche du capital veut un marché capitaliste qui serait coloré. Oui. Mais coloré ou pas coloré, on s'en fout. C'est toujours le marché. Et donc, de l'ultra-gauche du capital à l'ultra-droite du capital, que l'on parle de l'immigration ou que l'on n'en parle pas, on fait de toute manière l'impasse sur ce qu'est l'armée de réserve immigrée, qui est le socle méthodologique qui est posé par la fameuse 7e section du Capital. Donc aujourd'hui, comprendre l'immigration, c'est comprendre que l'immigration ne peut être comprise que du point de vue de la lutte de classe. Et la question, ce qui doit être posée, c'est le Capital, aujourd'hui, qui fait massivement recours à l'immigration, qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce qu'il entend précipiter la lutte de classe subversive ou est-ce qu'il entend l'atténuer? Bon, tout auteur intelligent comprend, tout lecteur, tout auteur, tout auditeur comprend que si le capital active un grand remplacement démographique, c'est pour casser la lutte de classe. C'est pas pour que la lutte de classe se radicalise. Mais justement, quand vous dites ça, beaucoup de gens qui ont une sensibilité de gauche, je ne vais pas dire ont un blocage, mais se sentent attaqués et pourrait peut-être vous traiter d'idéologue de droite ou d'extrême droite, voire même de fasciste, etc. Enfin, tous les poncifs usés jusqu'à la corde. Parce que justement, la gauche du capital a pour objet que la question de la lutte de classe ne soit jamais posée. La gauche du capital a pour vecteur sociologique et clientèle ce que l'on appelle les minorités. Les femmes, les noirs, les handicapés, les homosexuels, c'est-à-dire des clientèles de rénovation marchande. La gauche du capital ne s'est jamais préoccupée du prolétariat que pour le fusiller. C'est la gauche du capital qui a fusillé Rosa Luxembourg, c'est la gauche du capital qui a fusillé les barricadiers de Barcelone, et c'est toujours la gauche du capital qui fait massacre du prolétariat. Rappelons toujours que Salvador Allende avait choisi comme ministre Pinochet, et que Pinochet n'a pas flingué Allende et massacré les prolétaires parce qu'il était en contradiction avec Allende, mais parce que Allende faisait mal le boulot. Mais c'est Allende qui a fait venir Pinochet à l'état-major pour effectivement casser la grève des mineurs. Donc en fait, si on fait une cartographie du paysage politique contemporain, on a tout à la droite, donc une extrême droite qui en un sens est schizophrène, puisqu'elle accepte les causes de la grande déstructuration capitaliste, la grande dissolution capitaliste, tout en voulant refuser en fait les conséquences. Elle veut les conditions de vie économique capitaliste, mais sans les effets qu'elle considère être négatifs. Elle est proudhonienne. Voilà.
Et d'ailleurs, on se souvient de la grande objection de Marx à Proudhon dans la lettre à Annenkov, c'est ça, c'est qu'il veut l'impossible, à savoir les conditions de vie bourgeoise sans les conséquences nécessaires. Donc ça, c'est tout à droite, et tout à gauche, en fait, on a donc une gauche du capital qui prétend combattre le capitalisme, alors qu'en fait, elle soutient l'immigration. Donc en fait, c'est la même matrice, c'est ça que vous dites. C'est exactement la même chose, parce qu'il faut toujours en revenir à ce que disait Marx. Quand je me pose une question dans le cadre du spectacle du fétichisme de la marchandise, si je veux trouver ma réponse, je dois toujours me poser la question du point de vue de la lutte des classes. Du point de vue de la lutte des classes. C'est-à-dire que si le capital organise aujourd'hui la défense, la promotion, je veux dire, aujourd'hui, même le mec le plus débile sait qu'à la SNCF, à la RATP, on recrute prioritairement les gens des quartiers. Alors on appelle les quartiers, par une métaphore linguistique de l'imposture capitaliste, ces quartiers où il n'y a plus d'ouvriers européens, mais où effectivement on a une surdétermination de la population du tiers-monde. Donc le capital, aujourd'hui, a fait de l'immigré une marchandise vedette. Donc le capital se tire rarement une balle dans le pied. Quand le capital décide effectivement de se choisir une marchandise vedette, c'est qu'il sait que cette marchandise vedette est son allié le plus sûr. Donc les choses sont claires, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution sociale, c'est pas quelque chose qui vient de la gauche, qui irait plus loin que la gauche. La gauche a toujours fusillé le prolétariat de manière massive. Le général Franco a été un général républicain qui a massacré en 1934 les ouvriers asturiens à la demande de la gauche du capital. C'est-à-dire que demain, ceux qui fusilleront le prolétariat quand émergeront les grandes grèves sauvages, ce seront d'abord les états-majors et les laboratoires de recherche du capital les plus en pointe, c'est-à-dire la gauche et l'extrême gauche. Les marins de Kronstadt sont massacrés par le bolchevisme lénino-trotskiste. Rosa Luxembourg est assassinée par la social-démocratie. Chaque fois que le prolétariat a été massacré d'une manière massive, c'est la gauche du capital qui a organisé les camps de concentration, les ratonnades et les massacres. Mais alors justement, Francis Cousin, comment expliquer ce retournement par lequel en fait Marx sert finalement de caution intellectuelle à la gauche du capital? Est-ce que c'est pas justement une conséquence du fétichisme de la marchandise comme structure de renversement? Mais parce qu'il y a deux Marx, il y a deux Marx comme il y a deux Jésus. Il y a le Marx réel de l'intensité radicale et il y a le Marx construit dans une imposture idéologique. Je dis souvent aux gens de lire le livre de Pankow qui s'appelle Lénine philosophe. C'est un ouvrage majeur parce que le livre de Pankow, Lénine philosophe, montre que bien évidemment le bolchevisme n'est pas une révolution sociale qui a échoué, c'est une révolution capitaliste qui a réussi. Le bolchevisme qui a construit le camp de concentration capitaliste d'État soviétique, c'est une révolution capitaliste qui a réussi. Et donc, toute la diffusion institutionnelle du crétinisme de la marchandise, qu'elle soit journalistique, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit médiatique, a construit un Marx qui est aux antipodes du monde réel de ce qu'était la critique marxienne, de la même manière qu'aujourd'hui, toute la subversion christique qu'il y a dans les évangiles a été totalement anesthésiée, édulcorée et réécrite. Donc, en toute chose, et c'est d'ailleurs, on peut partir sur un autre sujet, Jeanne d'Arc. Il y a deux Jeanne d'Arc. Il y a la Jeanne d'Arc des insurrections sociales paysannes radicales qui finira sur le bûcher, trahie par le bon dauphin. Et puis, il y a la Jeanne d'Arc ministérielle, complètement aseptisée, qui était simplement une patriotarde de reconquête nationale. C'est-à-dire que toute l'histoire a été falsifiée du néolithique jusqu'à aujourd'hui. Toute l'histoire est falsifiée parce qu'il y a deux histoires. Il y a l'histoire pratique, radicale, incendiaire, et il y a l'histoire officielle. Et l'histoire officielle a pour fonction de digérer l'histoire réelle pour la retranscrire à l'envers dans une gigantesque falsification. On a ça pour la Seconde Guerre mondiale, on a ça pour la Première, on a ça pour 1871, on a ça pour les guerres de Vendée, on a ça pour la guerre de 100 ans. Il faut comprendre que toute vérité officielle est une imposture avérée. Mais finalement, vous souscrivez à la thèse de Maximilien Rubel, selon Maximilien Rubel, en fait, qui pense que en fait, l'authentique fondateur de l'anarchisme, c'est Marx. Enfin, le vrai anarchiste, c'est Marx, en fait. Non, parce que moi, je suis radicalement anti-anarchiste, parce que j'ai eu dans ma jeunesse, effectivement,
une période anarchiste qui a duré quelques années. Bon, j'ai très vite compris en fréquentant la Bakounine, CNT, voilà, Mmh. en fréquentant la CNT et les héritages ministériels des camarades ministres qui avaient fusillé le prolétariat de Barcelone, l'anarchisme est par essence une imposture. C'est-à-dire que l'opposition Marx-Bakounine, elle est décisive. Bakounine croit qu'on peut abolir l'État par décret. Marx comprend qu'on ne peut abolir l'État que par la communisation. C'est-à-dire que, et vous avez ce truc absolument incroyable de Bakounine qui va, au moment de la Commune de Lyon, faire une proclamation en disant « l'État est aboli ». Et Marx se moque de Bakounine en disant « mais en 2 secondes, tout a été transformé et modifié. 2 gendarmes sont venus, ils l'ont pris par le paletot et lui ont fait comprendre que l'État ne s'abolit pas par décret, il s'abolit par communisation ». Donc l'anarchisme est une tendance réactionnaire dans le mouvement ouvrier qui a toujours, au nom d'un radicalisme idéologique, eu les pratiques les plus contre-révolutionnaires qui soient. C'est le mouvement anarchiste qui a participé activement à l'union sacrée de 14-18. C'est le mouvement anarchiste. Enfin, rappelons aux gens que le mouvement anarchiste, avec les ministres de la CNT, qui fait fusiller les prolétaires radicaux de Barcelone, on retrouve ce mouvement-là dans la colonne Leclerc, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des anarchistes qui sont dans l'armée Leclerc pour tuer du Boche. À chacun son Boche. Donc, des militants de la CNT qui ont laissé massacrer les barricadiers de 37 à Barcelone se retrouvent dans la colonne Leclerc. Et aujourd'hui, vous avez des anarchistes débiles au mois d'août, chaque fois qu'on fête la libération de Paris, qui sont fiers de vous dire « mais il y avait des anarchistes dans l'armée Leclerc ». L'armée Leclerc qui laissait tondre les femmes et exécuter les prisonniers allemands. Francis Cousin, que répondez-vous aux critiques ou aux commentateurs qui disent que la question juive de Marx serait un texte antisémite ou un texte de jeunesse qu'il conviendrait de mettre de côté? Qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique? Il y a chez Marx un arc logique. L'œuvre de Marx en tant que justement émanation des luttes de classe radicale de quelqu'un qui est sorti de l'hégélianisme pour se définir comme communiste radical, c'est-à-dire comme homme de la communauté émancipée, c'est une trajectoire de parfaite logique. On a la thèse sur Démocrite et Épicure, on a la critique de l'État hégélien, on a la question juive, on a les manuscrits de 44, on a la Sainte Famille, et tout se tient dans une progression logique qui est méticuleusement organisée. La question juive, c'est d'abord un texte de radicalité qui montre que la question juive n'est pas une question religieuse, que la question juive n'est pas une question raciale, parce que les juifs ne sont pas une race, les juifs ne sont pas une religion, c'est une nationalité chimérique qui découle du développement de la valeur d'échange. Et donc c'est un préambule méthodologique à la critique du capital. Marx aime tellement les juifs à titre humain qu'il veut les émanciper de la prison judaïque. Donc, c'est un texte d'une puissance radicale et c'est un texte d'amour. C'est un texte d'amour. Oui, parce que le vrai problème de la question juive, c'est le problème de l'émancipation humaine. Voilà. Et Marx dit qu'en fait, l'émancipation politique n'est pas l'authentique émancipation. Exactement. Et on a une critique radicale des droits de l'homme. Et alors, c'est là où il y a une critique radicale avec Hegel, parce que la critique hegelienne est profondément radicale, mais elle échoue dans le mythe de l'État rationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Hegel échoue à mettre en mouvement sa propre méthode. Et le système aboutit à une imposture qui est l'émancipation politique dans l'État rationnel. Et Marx reprend ça en le renversant, en disant « toute émancipation politique est une suraliénation politique nouvelle. Il faut mettre en marche l'émancipation humaine, à bas l'État, à bas tout État ». Et il y a une suite logique, parce que ce texte-là est de 1843, mais on a la même chose en 1880, dans la critique du programme de Gotha. Oui. C'est-à-dire que Marx n'a jamais varié. La dichotomie débiliste universitaire, Marx jeune, Marx vieux, elle n'existe pas. Oui. Entre les manuscrits de 1844 et le Capital, j'ai la même profondeur théorique et méthodologique qu'entre les textes de 1843 et la critique du programme de Gotha. Il n'a jamais varié. Il a constamment fait essor, développement et grandissement. Parce qu'à la fin de la première partie de la question juive, il dit bien que l'homme ne doit plus séparer ses propres forces sociales sous la forme de la force politique. Et il dit exactement la même chose dans la critique du programme de Gotha 30 ans après. Il n'a jamais varié. Il n'a jamais varié. Et c'est pour ça que tous les imposteurs lénino-staliniens, style connerie Althusser, connerie Aron pour les libéraux, disaient toujours le Capital, évitez le chapitre sur le fétichisme. Oui.
Mais ça, c'est complètement incompréhensible de dire qu'un homme n'a pas varié. Aujourd'hui, où tout le monde retourne sa veste 15 fois dans sa vie. S'il faut. Il a varié au sens où il a enrichi, mais il a varié au sens, si vous voulez, Nous, on nous parlait de rupture épistémologique, effectivement. Non, mais on a vu ça à l'agrégation. Du coup, j'avais tiqué sur votre vidéo parce que vous en aviez parlé. Effectivement, il y aurait une rupture épistémologique entre le Marx des manuscrits de 44. Dans les manuscrits de 44, il explique l'aliénation et le dessaisissement. Et dans le Capital, le fétichisme de la marchandise et le corps agissant de la matérialité historique du dessaisissement. Mais alors, Althusser, il bute là-dessus, il dit carrément dans l'introduction... Il faut sauter. Il faut sauter. Ouais. Oui, il faut sauter. Et puis tout le monde n'a pas un parcours de gamellard. Oui, c'est possible en fait. Les gens qui ont une ligne directrice dans la vie. Ah oui. Ça, c'est complètement Alors le problème, c'est qu'il était clochard. Ah oui, il a payé cher. Ouais. C'est-à-dire que il a 2 mômes qui sont morts de faim. Il était bourré de furoncles, il bouffait que des patates. Oui, il pouvait plus s'asseoir à la fin. Ils étaient dans une misère noire. De temps en temps, Engels envoyait un peu de fric, mais ils s'en sont sortis que quand le père d'Engels est mort, parce que du coup, Engels a récupéré l'usine. Donc là, il a versé une pension à Marx. Tous les mois, Marx avait une pension. Mais pendant 20 ans, il a vécu comme un clodo. Et c'était possible, ça, à l'époque. Hein. Il y avait... C'était possible parce que sa femme l'adorait. Oui. Parce que je ne sais pas si vous vous imaginez, elle a vendu les draps, elle a vendu les cuillères, les fourchettes. Il n'y avait plus rien à la fin. Il n'y avait plus rien. Donc Francis Cousin, une autre question. Pour Marx, la baisse tendancielle du taux de profit est l'une des principales contradictions internes du mode de production capitaliste. C'est une contradiction qui va conduire, d'après Marx, qui va entraîner en fait la chute du capitalisme, la disparition prochaine du mode de production capitaliste. Alors cette contradiction, elle consiste à ne pas chercher à augmenter le taux de profit en contribuant à sa baisse par un investissement toujours plus important dans des machines qui diminue la part du capital variable, c'est-à-dire finalement la part du travail humain exploité. Or, seul le travail humain exploité est créateur de valeur. Donc en fait, la question est la suivante, monsieur Cousin. La disparition prochaine du mode de production capitaliste est-elle en fait une nécessité scientifique ? Marx n'est-il pas le seul penseur finalement à avoir théorisé la nécessité scientifique de l'auto-invalidation du capital ? Et justement, contre cela, est-ce qu'on ne pourrait pas objecter ou soutenir qu'il y aurait finalement une persistance du mode de production capitaliste malgré ces crises tendancielles ? Alors là, je vais vous reprendre tout de suite à travers Bordiga, nécessité scientifique, abat la science. La science est le pire des obscurantismes. La science fait partie du savoir aliénatoire, de la rentabilisation machinique des espaces de valorisation. Oui, vous le dites dans L'être contre l'avoir, la science est toujours au service de la rentabilisation marchande. Et surtout, c'est un savoir aliéné, parce qu'il y a 2 grands verbes dans l'histoire indo-européenne, il y a le skio et le sapio. Le skio, je sais, qui a donné skio, je coupe, schizoïdie, schizophrénie. Donc la science est une schizoïdie. C'est-à-dire que la science rompt l'unité générique du tout primordial et elle rentabilise des espaces séparés. Donc la science n'est pas un savoir vrai. La science est un savoir de reproduction d'expériences en laboratoire ou dans la vie pour rentabiliser les espaces de la valeur d'échange en mouvement. Donc dans le communisme, il y aura du savoir, du sapio, mais il n'y aura plus de science. Et Bordiga disait, à bas la science, c'est le pire des obscurantismes. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quand un docteur, avec son Vidal, vous recommande toute une série de prescriptions dans le cadre du savoir découpé de son imposture obscurantiste, et qu'il vous fait crever pour le grand profit des laboratoires pharmaceutiques, sans rien comprendre à l'ordonnance qu'il rédige lui-même. Oui, parce que la domination de la marchandise, c'est aussi la rentabilisation de la maladie. Voilà, mais c'est surtout la rentabilisation dans le découpé. C'est-à-dire que quand vous avez un problème dans un organe, on ne se pose pas la problématique du tout de votre existence comme jouissance, comme organicité. On découpe votre organe et puis après, il y a même maintenant des nanotechnologies. On peut découper le découpé en découpant le découpant. C'est-à-dire qu'on est dans une névrose de rentabilisation totalement folle. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'auto-invalidation du capital est une nécessité objective, historique, mais pas scientifique. Donc c'est une nécessité historique objective, c'est-à-dire que tous les modes de production ont connu une phase d'essor, une phase de croissance et de développement, une phase de décadence. À un moment donné, les contradictions internes à la rente foncière esclavagiste antique ont fait que l'Empire romain a nécessairement chuté. Les contradictions internes à la rente foncière servile ont fait qu'à un moment donné, la société d'Ancien Régime n'a plus pu
continuer à fonctionner face au développement du capital qui travaillait. Et comme rien n'est éternel, hormis justement l'invariance de l'être générique humain qui veut jouir de la vraie vie, à un moment donné, le mode de production capitaliste qui est né, qui s'est développé, va effectivement atteindre un point de sénescence, ce que Marx appelle le progrès de caducité. C'est-à-dire que le capital est une contradiction permanente en mouvement, valorisation, dévalorisation. Seul le travail humain produit de la valeur, mais comme le capital est constamment obligé, sur le plan concurrentiel de l'échelle planétaire, de produire de plus en plus vite pour produire de moins en moins cher, il est obligé de se mécaniser, alors même que la mécanique ne produit pas de valeur. Une machine produit par son usure la reproduction de la valeur du travail humain qu'elle cristallise et qui la produit. À partir du moment où la machine est usée, elle ne produit plus de valeur. C'est terminé. Elle ne produit plus de valeur au sens où la valeur du travail humain qui s'est cristallisé en elle a accompli son cycle. Par contre, par l'exploitation, l'homme est usable à l'infini. Production de plus-value absolue, production de plus-value relative. Donc seul l'homme produit de la valeur, mais l'homme qui produit, lui, exclusivement de la valeur, dans le cadre de la dialectique, justement, de la concurrence internationale, qui traverse le cheminement valorisation-dévalorisation, est réduit de plus en plus, dit Marx, à être qu'une matière superflue. Le capital est une contradiction en procès qui réduit constamment lui-même le champ de sa valorisation. Et donc, à un moment donné, la contradiction valorisation-dévalorisation atteint un point où elle s'auto-invalide, parce que la surdétermination de la dévalorisation sur la valorisation rend impossible la reproduction du procès de valorisation. Donc il y a effectivement, à un moment donné, au moment où la domination réelle est enfin achevée dans sa forme la plus complète, c'est les temps que nous allons vivre, un procès d'autosénescence, un procès d'auto-invalidation qui fait que le capital ne peut pas se reproduire. Alors, il n'est pas estimable en termes quantitatifs. On ne peut pas dire ce sera le 24 juillet à 22 heures. Par contre, il est estimable en termes qualitatifs au regard des directions dialectiques de ce qui fait l'histoire réelle. On peut dire qu'effectivement, quand là, le fameux... Alors, parce que le capital ne peut plus se reproduire, donc il anticipe des plus-values qui ne viendront jamais par le chimérisme du crédit. C'est-à-dire que toutes les crises de 2007, de 2010 qu'on a connues, elles sont dans le livre 3 du Capital. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Marx a tout prévu. Il a tout anticipé. C'est-à-dire que Marx n'a pas écrit pour le Capital du 19e siècle, il a écrit pour le Capital du 21e siècle. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il l'a anticipé. Il l'a anticipé parce qu'il n'y a rien de bizarroïde dans ce qui se passe. C'est la matrice objective du déterminisme historique qui se déploie. Donc à un moment donné, le capital va effectivement rencontrer une phase de caducité achevée et il sera obligé de se renverser. Alors ça ne veut pas dire que le capital va tomber, qu'il n'y a rien à faire, et que c'est parce que le capital va tomber qu'il n'y a rien à faire qu'il n'y a qu'à attendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une interaction dialectique entre baisse du taux de profit, conscience fausse et conscience vraie. La baisse du taux de profit, ce n'est pas simplement la crise d'une catégorie économique. C'est la crise d'une catégorie ontologique, c'est la crise d'une catégorie existentielle. Parce que j'allais aussi vous poser cette question, est-ce qu'il faut attendre passivement que le capital périsse de ses contradictions internes ? Alors là encore, Bordiga, reprenant Marx, disait « Le déterminisme de l'histoire est l'antithèse absolue de la passivité. Le déterminisme de l'histoire n'est pas un mécanisme, c'est une dialectique. » Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même manière que le fétichisme de la marchandise organise la conscience fausse, la crise du taux de profit qui organise la crise du fétichisme de la marchandise rend possible la conscience vraie. Il y a donc une dialectique entre conscience vraie et conscience fausse par le fait que c'est la crise du taux de profit qui organise par la dialectique valorisation-dévalorisation les renversements possibles qui font que de la conscience fausse, on accède à la conscience vraie. Donc à un moment donné dans l'histoire, 68 a été une crise gigantesque, mais on était dans un temps de développement du capital. Donc la crise n'était pas possible. Donc il est normal que la crise de 68 ait abouti à une recomposition que le capital a gagnée. Mais la crise terminale est le moment où justement le capital est dans un procès d'auto-invalidation absolue. Donc à partir du moment où il est dans un processus d'auto-invalidation absolue, la conscience fausse ne peut plus générer l'extériorisation du processus d'aliénation. Et c'est pour ça qu'émerge la conscience vraie radicale. Mais en attendant, tous ceux qui ont déjà une compréhension radicale
peuvent faire œuvre de jalon de conscience et participer à l'émergence de cette conscience vraie en diffusant partout, au travail, dans les quartiers, dans les usines, dans les campagnes, ces jalons de radicalité pour montrer que, contre toutes les fractions du capital, l'émancipation humaine devra abolir l'État et l'argent. Mais alors, qu'est-ce que vous répondez, Francis Cousin, à tous ceux qui parlent du communisme universel comme étant finalement une utopie? Parce qu'en fait, c'est souvent une objection qui revient. L'idée d'une mise en commun totale des biens et des moyens de production, elle paraît matériellement envisageable dans de petites communautés humaines. Mais comment penser la réalisation effective d'une telle communauté à l'échelle planétaire? Est-ce que l'idée d'un communisme universel, elle est vraiment intelligible? C'est une objection qui revient souvent, en fait. Alors, déjà, comme Marx l'a très bien expliqué dans la critique du programme de Gotha, mais comme on n'est pas des universitaires abrutis, on sait qu'on exprime la réalité des luttes de classe pratiques. Et la réalité des luttes de classe pratiques, c'est que déjà dans la pratique des luttes de classe, ça s'est matérialisé. On a eu en Catalogne, en Aragon, on a eu en Hongrie, on a eu en Allemagne, on a eu en Ukraine, on a eu à Kronstadt des tas d'expériences historiques où on a vu ce mouvement de la communauté humaine. Alors il a été écrasé et ça n'était qu'une tendance parce que le temps de la crise cataclysmique du capital n'était pas venu. Mais il est évident que ces expériences-là ont mis en marge des poteaux indicateurs qui montrent toute cette créativité, cette spontanéité radicale que dans les conseils ouvriers, l'humanité qui veut s'émanciper de la condition prolétarienne, le prolétariat qui veut abolir sa servitude prolétarienne, a toute capacité à mettre cela en mouvement. Et le communisme universel, c'est pas une communauté concentrée mondialement, c'est une fédération de communes. Le communisme universel, c'est pas une caserne mondiale. Le communisme universel, c'est des milliers et des milliers et des milliers de communes à taille humaine qui ont aboli la division du travail entre ville et campagne. C'est-à-dire que les grandes mégapoles industrielles comme Paris, comme la Défense, tout ça sera rasé, tout ça sera détruit. On détruira les villes. Effectivement, dans un certain, pour un certain nombre de gens, ils ont la représentation du communisme universel comme étant finalement un grand loubi-boulga, une grande bouillie humaine mélangée. En fait, vous parlez plutôt d'une confédération de communautés enracinées. C'est comme ça que vous voyez le communisme universel. Le communisme universel... attendez, j'ai des gens qui me posent la question, par exemple, une des grandes modes du temps contemporain, c'est la maltraitance animale. Il est évident que dans le communisme, il n'y aura pas 4 abattoirs mondiaux où viendront circuler des millions de bœufs, de moutons. Je veux dire qu'il y aura une déconcentration de la vie à l'échelle humaine, avec, comme on l'a vécu en Espagne dans la grande insurrection barricadière de 36 et 37, c'est-à-dire des communes locales de vie humaine à horizon d'humanité, et où il n'y aura pas d'abattoir, parce que de temps en temps, effectivement, l'animal, là, ici et maintenant, dans des conditions de respect animalier, sera abattu et non pas emmené dans un grand centre. Et cet exemple-là, il renvoie à tous les autres exemples. Le communisme universel, c'est la fédération mondiale universelle de toutes les communes de l'être générique de l'homme. Et l'être générique de l'homme, c'est une commune où il y a 50 mecs, là c'est une commune où il y a 200 mecs, là c'est une commune où il y a... Et toutes ces communes sont fédérées dans une unité mondiale qui abolit l'échange, qui abolit le salariat et qui abolit l'argent. Parce que peut-être le point positif du capitalisme, c'est qu'il a au moins créé un sujet universel. C'est le seul truc, c'est ce que dit Marx. Voilà, qui peut rentrer dans un communisme devenu universel. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que le communisme premier n'a pas échoué par hasard. Le communisme premier a échoué parce qu'il était condamné à échouer, puisqu'il n'était pas universel. Il était local, ouais. Donc à partir du moment où la révolution agraire du néolithique s'est mise en mouvement et qu'elle a fait cheminer des champs concurrentiels autour des stocks agraires, puisque l'homme universel n'existait pas, ça a été le choc de communautés fragmentées. Bon, je veux dire, tout le monde connaît l'histoire des Indiens des plaines. Les Sioux vivent en communauté communiste, les Pawnees vivent en communauté communiste, mais quand les Pawnees et les Sioux se rencontrent, ils se tapent sur la tête. Marx dit qu'il n'y a qu'un seul et unique avantage à l'absolu des possessions de l'horreur capitaliste, c'est qu'elle a fait jaillir l'homme universel aliéné. Et c'est parce qu'elle a fait jaillir l'homme universel aliéné qu'elle permettra, par la crise de la caducité de la valeur, de faire jaillir l'homme universel désaliéné. Mais on ne peut pas se désaliéner localement. On ne peut se désaliéner qu'universellement. Et donc,
il fallait que le capital s'empare de la totalité du monde. C'est d'ailleurs ce que montrait Hegel. Hegel, dans le cheminement de l'aliénation, dans la phénoménologie de l'esprit, dans la science de la logique. Il faut que la culture de l'aliénation mondiale s'empare de la totalité du monde. L'histoire est l'histoire de l'aliénation chez Voilà. Hegel, justement. Et c'est parce qu'on va au bout de l'aliénation qu'on peut enfin produire l'anti-aliénation. Les gens aussi ne peuvent pas imaginer le monde sans convoitise. Ce qui fait que, par exemple, demain, on met les choses un peu en commun, enfin on fait comme ça, eh ben, ils vont tous venir sur la côte de Charente-Maritime, par exemple, et puis ils vont tous venir habiter là, et puis ils vont tous s'entre-déchirer pour boire le pinot. Mais alors, le meilleur pinot. Alors, ce qu'il dit et ce que vous dites est vachement important, parce que c'est ce que montre Hegel, et c'est ce que reprend Marx. C'est-à-dire que j'ai des fois des gens qui me disent, mais enfin, les gens ont en eux une soif de pouvoir. Une soif de puissance. J'avais participé à un débat, et il y avait un mec qui en plus était visiblement très névrotique, et lui il avait une soif de pouvoir. Et il me disait, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça, les gens ont une soif de pouvoir. Et ce que montre Hegel, et ce que montre Marx, et ce que montre Clastres sur les Indiens Guayakis, ce que montre même Lévi-Strauss, c'est qu'il n'y a jamais de soif s'il n'y a pas un espace qui rend possible la soif. Et on en revient à Arminius. Oui. Arminius a été chez les Romains. Il a été touché par la pathologie chéfiste. Il revient chez les Chérusques. Les Chérusques lui disent, tu as appris les techniques militaires romaines, tu vas nous aider et on va écraser les légions de Varus dans la forêt. Les Chérusques ne lui demandent pas plus. Mais lui, il a vécu à Rome. Et il a la pathologie chéfiste narcissique. Et il leur dit, maintenant, je suis votre chef. Ah ben non. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ça passe pas, ils le tuent. Ils le tuent pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'espace qui rendent possible la pathologie chéfiste, elle ne peut pas passer. Et un truc qui est très important, là j'ai relu plein de textes de dominicains et de franciscains en Huronie. Ils arrivent avec plein de breloques, avec plein de cadeaux, et ils les donnent aux Indiens. Et ils sont étonnés parce qu'ils repartent et personne ne les prend. Oui, ils n'en veulent pas. Ouais. Ils disent, on n'en a pas besoin. Et donc, vous comprenez, si vous voulez, la soif de pouvoir, elle présuppose qu'il y a un espace qui la rend possible. Parce que pour certains, cette soif de pouvoir, elle est inscrite dans la nature humaine. Parce depuis qu'on est tout petit... Oui, voilà. Il y a une contamination. Enfin, je pense que spontanément, un contemporain comprendra Arminius. Il se dit, s'il est le chef des Germains, il a toutes les plus belles femmes, il a les plus belles voitures et tout ça, les plus belles armes. Et non, parce que les plus belles armes, elles sont à tout le monde, finalement. Mais par contre, alors ce qui est intéressant, c'est ce que j'avais repris, c'est l'exemple de Clovis. Parce que pas de captation Arminius, on est en 30 après Jésus-Christ. Clovis, on est en 500. Le vase de Soissons. Clovis, il a rompu avec la tradition germanique de l'héritage collectif du tribut. Ouais. Et il y a un guerrier qui lui dit, mais tu peux pas donner ce vase. C'est extraordinaire, cette façon de raconter, parce que... Ce vase, il appartient à la tribu. Tu peux pas le donner à l'évêque Rémy. Oui. Et l'année d'après, vous vous rappelez, soldat, Clovis et lui fend le crâne. Mais là, c'était devenu possible. Et là, personne gueule. Ouais. Alors qu'à l'époque d'Arminius, tout le monde aurait flingué Clovis. Ouais. À l'époque d'Arminius, on aurait flingué Clovis. À l'époque de Clovis, tout le monde la ferme. Ça veut dire qu'en 200 ans, le génos communiste a dégénéré complètement bouffé. Et l'appropriation privée, chéfiste, narcissique devient possible. Puis après, moi j'aime beaucoup le christianisme, la figure du Christ. Après, ce qui est étonnant avec Clovis, c'est qu'il y a une marchandisation. Si je gagne cette bataille-là, alors je deviens chrétien. Voilà. Et bien sûr. Cette histoire, elle est édifiante de comment on passe d'un monde... Oui, la récupération de la marchandise par l'Église, en fait, aussi, là, pour le coup, là-dessus, sur ce coup-là, se fait corrompre. Je contractualise avec Dieu ma victoire, c'est ça, Clovis, et puis il devient chrétien, mais bon, c'est sa femme, surtout, qui l'a christianisé. Mais en plus, si vous voulez, on a un autre problème, c'est que tout le monde est arien à l'époque. Ouais. Et donc, en devenant catholique, il met un coin sur les Burgondes, les Wisigoths, les Ostrogoths, parce que tous les autres sont ariens. Il va être le seul à être catholique. Oui. Donc il chope tout le pouvoir de l'héritage romain. J'allais juste vous demander, est-ce que l'un des principaux dangers du capitalisme, que peut-être Marx établit bien, c'est de tomber en fait dans la naturalisation des catégories de l'économie politique qui se développe, en fait. Notamment la propriété privée, justement. Vous l'avez... il faut relire, moi je l'ai relu cet été, il faut relire Philosophie de la misère, misère de la philosophie.
C'est-à-dire qu'il déglingue Proudhon en montrant que Proudhon éternise. Proudhon ne comprend pas que les catégories du monde dans lequel nous vivons sont nées dans ce monde. Il veut un bon argent sans les mauvais côtés. Voilà. Il a une formule comme ça. Je dis souvent ça dans les conférences. Ma grand-mère, tout petit, j'étais chiant. Et déjà, je disais que ce monde était pourri. Mais ma grand-mère me disait, mais arrête tes bêtises, il y a toujours eu de l'argent, il y a toujours eu des patrons, il y a toujours eu des chefs. Ma grand-mère, qui était une femme que j'adorais, avait complètement éternisé les catégories du capital. Francis Cousin, en quoi la pensée de Kant, Emmanuel Kant, est-elle une apologétique de la marchandise ? Est-ce par rapport à la critique que Marx fait des droits de l'homme comme idéologie capitaliste ? Parce que vous savez très bien que chez Kant, le sens de l'histoire, c'est l'avènement d'un règne cosmopolite, projet perpétuel, basé justement sur les droits de l'homme. En quoi Kant est-il en fait un idéologue de l'ordre marchand finalement ? Et est-ce que c'est pas un peu réducteur ? Je me fais un peu le défenseur de... Il y a deux niveaux. Il y a le fait qu'effectivement, il y a un projet politique kantien qui soit clairement, en quelque sorte, une apologie du cosmopolitisme de la marchandise dans une perpétuelle de la raison marchande, où l'histoire s'arrête dans la consommation des catégories aliénatoires de la marchandise. Mais, indépendamment de ce problème-là, on a l'appareil conceptuel kantien qui est profondément lié à la raison marchande, critique de la faculté de juger, critique de la raison pratique, critique de la raison pure. On a donc un découpé qui vise à nous couper de l'être générique du noumen radical de l'histoire. C'est-à-dire qu'au bout de l'histoire kantienne, au bout justement de cette apologie de la raison marchande, on a une antithèse radicale avec ce que sera Hegel, avec ce que sera Marx, puisque l'œuvre kantienne se termine sur « il est impossible d'accéder au noumen ». Il est impossible d'accéder au noumen, et la seule manière d'accéder au noumen, c'est finalement, comme le pense Kant, piétiste de la raison marchande, de le laisser en héritage à l'esprit religieux. Donc, on a une antithèse radicale de la subversion hegelienne et de la subversion marxienne, et donc le quiétisme kantien est quelque part la parfaite osmose avec la raison marchande. Mais pas simplement dans le texte politique kantien, mais dans toute cette découpe du champ de l'histoire qui constitue finalement une apologie des catégories d'aliénatoires de la marchandise. Une dernière question, Francis Cousin. Certains commentateurs de Max Scheler, donc Max Scheler qui est un philosophe et sociologue allemand de la fin 19e et début 20e, certains commentateurs de Max Scheler, qui est l'auteur de 3 essais sur l'esprit du capitalisme, sont assez critiques de Marx et affirment par exemple que Marx en fait méconnaîtrait l'indépendance des facteurs spirituels à l'égard des facteurs réels. Marx ne ferait que reprendre toute la psychologie qui considère l'intérêt individuel comme étant le seul moteur de l'activité économique. Alors qu'en fait, cette psychologie, elle serait elle-même tributaire d'un ethos, d'une manière d'être, qui serait historiquement et culturellement circonscrite. Et cette critique va même plus loin, parce qu'elle affirme que Marx, en fait, ignorerait les différences entre les mentalités économiques qui sont caractéristiques des grands systèmes qui ont coexisté dans des sphères culturelles différentes et qui se sont succédés dans l'histoire. Donc en fait, Marx ne comprendrait pas que le sens ultime des activités économiques, il change en fonction de mentalités qui ne sont elles-mêmes pas déductibles de l'économie. Donc qu'est-ce que vous répondez à ces critiques schelleriennes de Marx, Francis Cousin ? Scheler, c'est un conglomérat hétéroclite qui correspond bien à la phase de domination du capital, quand le capital se crée des instances documentaires qui vont être en correspondance avec toute la valorisation et le plaidoyer pro-domo que le savoir universitaire de la marchandise met en mouvement. Qu'est-ce que la sociologie ? Finalement, la sociologie, l'histoire s'est mise en mouvement au fil du temps avec le développement de la valeur d'échange. La sociologie, elle émerge au moment où le capital réalise sa stabilisation et qu'il met en marche le pouvoir de sa domination réelle. La sociologie est par essence le savoir d'auto-valorisation du capital qui se coupe de l'histoire, puisque qu'est-ce que la sociologie ? C'est quelque chose qui fait œuvre en anti-devenir. La sociologie est une cristallisation des catégories hors champ historique. Et donc,
on pourrait dire qu'avec le Capital réalisé, la sociologie se superpose, digère et invalide la compréhension radicale qu'il pouvait y avoir dans l'histoire. C'est pas par hasard si Scheler va sombrer dans toute la cacophonie husserlienne. Le degré premier du développement du Capital, c'est Descartes. C'est Descartes, avec l'homme-machine, de la première expérience capitaliste intense. Husserl, à travers une masturbation infinie sur les méditations cartésiennes, c'est en quelque sorte du Descartes puissance 10, puissance 100. Et c'est un cartésianisme transcendantal. C'est une apologie pathologique d'un Descartes qui irait encore plus loin dans la folie de l'homme-robot, de l'homme-machine, totalement désincarné de toute subversion sociale. Donc, que Scheler soit passé à Husserl, et que de Husserl, à partir de là, il ait trouvé une correspondance apologétique au Capital dans ce qu'il appelle la sociologie des faits, c'est quelque chose de tout à fait logique et de tout à fait correspondant. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que si je prends le texte de Marx, Misère de la philosophie, et si je prends le texte de Engels, l'anti-Düring, j'ai déjà Scheler dedans. Tout ce que Scheler va produire en analyse sociologique est déjà dans ce texte de Marx et est déjà dans ce texte de Engels. Et à partir de là, on va avoir toute une série de pensées qui ignorent radicalement ce que dit Marx. Marx n'a jamais fait de l'économie une catégorie fondatrice, puisque précisément, il fait de sa catégorie fondatrice la compréhension dialectique de la critique de l'économie politique. Donc, si Marx comprend que pendant des millénaires, l'homme a été l'homme du génos communiste, l'homme de l'anti-économie, l'homme qui était dans l'anti-valeur, dans l'anti-argent et dans l'anti-État, il est aux antipodes de l'économie. C'est l'économie politique du capital et de la servitude qui a fait de l'économie une catégorie suprématiste. C'est surtout pas Marx qui revient à l'être générique. Mais je vais vous prendre deux exemples pour vous montrer à quel point le schellerisme, mais pas simplement Scheler, c'est-à-dire que toute la merde sociologique contemporaine est une vacuité absolue. Marx montre que le développement des forces productives, c'est une maturation historique globale. Le développement des forces productives, c'est pas une économie inerte, c'est une matérialité sociale dynamique. Qu'est-ce qui fait que la paysannerie de la région des Basses-Cévennes, autour de Le Vigan, est passée au calvinisme? Alors, si je suis un schellerien débile, je vais dire qu'il y a une primauté spirituelle qui, dans un vent spécifique, est arrivée sur cette vallée. Les vallées nord sont demeurées catholiques, et autour du Vigan, par une prestidigitation curieuse, ils sont devenus calvinistes. Alors, si j'ai une analyse... ce sont des causes matérielles, en fait. C'est une matérialité historique qui est très intéressante et que Marx a positionnée et que tous les groupes radicaux dans les années 30 et dans les années 50 se sont posés en France. Qu'est-ce qui fait que la paysannerie demeure majoritairement catholique au moment des guerres de religion et au moment de l'émergence du calvinisme et du luthérianisme? Les zones où la révolution protestante va se mettre en mouvement sur un territoire de commercialisation sont les zones où la rente foncière est déjà passée à une étape supérieure de commercialisation et de pré-industrialisation qui casse la rente foncière classique. Les paysans de la région nîmoise sont intensément catholiques et ne basculeront jamais dans le calvinisme. Ce sont des communautés paysannes qui demeurent essentiellement et exclusivement axé sur la rente foncière de l'accumulation traditionnelle. La paysannerie autour du Vigan et d'Alès, qui va devenir calviniste et qui va donner naissance aux camisards, qui sous Louis XIV maintiendront une guérilla contre les dragonnades, ce sont des paysans qui, dans une rente foncière traditionnelle explosée, ont été relativement appauvris et ont dû passer à une économie mixte. Le paysan qui devient calviniste est un paysan qui est déjà devenu un paysan tisserand. Il est donc sous la dépendance du développement des forces productives d'une activité industrielle naissante. Donc on ne devient pas calviniste au sud
et on reste catholique au nord, parce que pour faire plaisir à Max Scheler, on a d'un seul coup un primat spiritualiste qui s'incarnerait là d'une manière différentielle par quelque chose qui serait spontanément inéiste. Non, c'est une matérialité sociale qui fait que le paysan qui a une activité mixte et qui bascule dans le tissage est déterminé par une bourgeoisie urbaine calviniste qui le met sous la dépendance d'une nouvelle communauté. Une matérialité sociale objective. Objective. Mais c'est pas simplement de l'économie, parce que Marx n'a jamais réduit les hommes, que les schellériens crétins lisent les thèses sur Feuerbach, ils y apprendront que la relation dialectique de développement des forces productives n'est jamais liée à un objet ou une matérialité inerte, mais à une dynamique sociale de transformation symbolique et matérielle. Même chose pour la chouannerie. Si vous avez un travail très intéressant qui a été fait par Paul Bois, le bouquin est disponible en Champ-Famarion, ça s'appelle Les paysanneries de l'Ouest. Qu'est-ce qui fait que les paysans du bocage se sont massivement insurgés contre la République pour défendre des communautés traditionnelles contre les pâteaux des villes et la bourgeoisie de la Révolution française, alors qu'au-delà de Saumur et au-delà de Angers, les paysanneries sont devenues des paysanneries bleues qui ont massivement voté pour la République et ont donc été contre l'armée catholique et royale, contre les Vendéens et contre les Chouans. C'est le même topo que pour notre paysannerie calviniste tisserand. On avait dans le bocage vendéen une paysannerie archaïque qui demeurait dans des modes de configuration matérielle et symbolique archaïques et qui ne dépendait pas des villes. À partir du moment où il y a eu la vente des biens nationaux et que la bourgeoisie des villes est venue vouloir s'accaparer ces territoires, il y a eu un conflit de classe entre paysannerie traditionnelle pré-capitaliste et bourgeoisie urbaine, ce qui n'a pas du tout eu lieu dans l'Anjou, dans les pays de Loire à l'Est, où la paysannerie avait déjà adopté un mode de comportement mixte, par exemple avec le tissage et le développement d'une structure commerciale qui, à côté de l'activité paysanne traditionnelle, faisait que cette paysannerie-là était déjà ouverte à la ville. Donc, il n'y a aucun primat spirituel dans le vide. Toute spiritualité, dans le plein de la relation sociale, vient exprimer un certain nombre de choses. C'est exactement la même chose pour la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières n'a pas eu lieu en temps médiéval. Elle a eu lieu après la Renaissance. Elle n'a quasiment pas touché les zones catholiques et elle a été essentiellement marquée dans les zones protestantes pour une raison très simple, c'est qu'il y avait un conflit de classe entre le magistrat de la ville, le médecin de la ville et la femme sorcière des campagnes qui exprimait la finition d'un mode agrarien traditionnel. Il y avait donc un conflit entre la modernité de la Renaissance, qui allait produire la modernité des Lumières, et le monde médiéval qui était en train de mourir. On a donc brûlé des sorcières, là où la modernité du développement capitaliste faisait qu'il fallait éradiquer un mode d'imaginaire social antérieur. Donc Marx est d'une intelligence 1000 fois plus forte que la bêtise cognitive de Scheler. Il n'a jamais fait de la matérialité sociale une matérialité brute inerte. Il fait de la matérialité sociale une dialectique à la fois symbolique et matérielle qui découle du développement des forces productives. Et c'est pareil. L'Angleterre n'est pas devenue une puissance commerciale parce qu'elle était une île. Si les îles devenaient des puissances commerciales parce qu'elles étaient des îles, l'Australie aborigène serait devenue une puissance industrielle considérable. Donc, l'Angleterre est devenue une puissance maritime, navale, non pas parce qu'elle était une île, mais parce qu'à un moment donné, à travers les recompositions sociales, géographiques et historiques, à partir d'Henri VIII, le mouvement des enclosures, la déportation des paysans, l'émergence d'une industrie lainière, on a fait qu'à un moment donné, l'Angleterre du développement capitaliste post-élisabétain était plus puissante que le développement commercial d'Amsterdam, et l'Angleterre est devenue la première puissance mondiale navale, non pas parce que des presbytériens se sont mis dans le primat spirituel intellectuel à dire « nous allons devenir une puissance navale », mais parce qu'il y avait une matérialité sociale qui faisait que la puissance navale, pour avoir effectivement des débouchés économiques, était une nécessité. Mais on parlait du judaïsme tout à l'heure par rapport à cette matérialité sociale dialectique. Est-ce qu'au fond, dans la question juive, Marx ne dit pas justement qu'en fait le judaïsme est l'émanation de cette matérialité sociale dialectique du capital? Ce que Marx montre, c'est que le monothéisme de la marchandise a un sens historique. La Torah juive, puis le Talmud juif ne sont pas nés comme ça dans un éther nuageux. Pas de primat spirituel. Il n'y a pas un spirituel qui se balade comme ça.
au carrefour, et Abraham Léon, dans la conception matérialiste de la question juive, a énormément... Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Je l'ai commandé. Alors, c'est un texte qui est décisif parce que Marx est un auteur conceptuel. La question juive de Marx, elle va simplement au concept radical de la phénoménologie. Après, Abraham Léon a repris la question juive et par séquence historique, antiquité, temps médiévaux, temps moderne, il le développe. Il y a quelque chose de très simple dans les empires agraires qui vont avoir leur surgissement après la période néolithique au Moyen-Orient, empire assyrien, empire égyptien, empire hittite, enfin tous les empires égyptiens, toute cette plateforme géopolitique agrarienne met en marche un mouvement agricole qui, dans ces intersections, dans ces carrefours, va voir émerger des comptoirs commerciaux. Mais des comptoirs commerciaux qui n'ont rien de ratio. Les Ibiri, les migrants, les circulatoires. Ibiri, c'est les circulatoires, c'est les migrants. C'est des comptoirs qui sont composés initialement de populations diverses. Il y a des résidus babyloniens, il y a des résidus égyptiens, et tout ça va configurer une population dont l'armature centrale est la valeur d'échange. Au carrefour de tous ces empires agrariens émerge une population dont le comptoir commercial est le substrat social. Si je suis dans une société agraire, je suis dans le polythéisme, parce que le référent symbolique de ma polyactivité agraire, c'est la source, c'est l'arbre. Si je suis dans le comptoir commercial, mon référent ne va plus être un polythéiste agrarien, mais un monothéisme abstrait. Donc, mon théisme va être la valeur d'échange transfigurée en un contrat commercial. Yahvé est le grand contractant. Et d'ailleurs, toute la structuration de la Torah est une structuration contractuelle à travers les mitzvot, à travers les tu fais, à travers les tu fais pas. Yahvé a contractualisé avec toi un champ d'expérience qui te donnera une terre. Tu es le peuple élu de la valeur d'échange en mouvement. Le monde t'appartient dans l'émergence et le surgissement de cette valeur d'échange. Et donc, toute la spiritualité vulgaire, Marx dit même les lieux d'aisance deviennent des lieux de culte. Parce que dans la codification, on retrouvera ça d'ailleurs avec le Coran, tu ne vas pas aux toilettes incidemment. Et aujourd'hui, si vous prenez des cours de Talmud, on vous explique que quand vous allez faire caca, il faut mettre une plaque là, il faut faire comme ça, il faut faire ça. Tout est ritualisé dans une valeur d'échange universelle. Et donc, c'est pas par hasard. Mais du coup, c'est pour ça que Marx dit qu'il a en horreur la religion israélienne. C'est par rapport à sa critique de la marchandise et de la valeur d'échange. Bien sûr. En fait, ce que vous expliquez, c'est que le judaïsme, c'est la divinisation de la valeur d'échange. Quand Marx si dit, je suis, c'est le contrat commercial qui est transformé en Dieu. Quand Marx dit l'argent est le dieu jaloux d'Israël, c'est pas une formule littéraire. C'est une analyse conceptuelle, et ça, c'est écrit en 1844. Oui. Mais dans les luttes de classe en France, quand il fait une critique radicale des aristocraties d'argent du 19e siècle et qu'il parle du juif Fuld ou du juif Rothschild, c'est absolument pas un problème d'antisémitisme racial. Marx est un homme d'intelligence. Il sait qu'un Ashkénaze de Pologne a le même code ADN qu'un chrétien de Pologne, et il sait qu'un séfarade de Marrakech a le même code ADN que le coranique de Marrakech. Ce qu'il montre, c'est que le judaïsme n'est pas une religion, parce qu'il y a des juifs athées. Le judaïsme n'est pas une race, parce qu'il y a des juifs de toute provenance, mais que ce qui structure cette nationalité chimérique, c'est l'appartenance au développement chimérique de la valeur d'échange. Valeur d'échange matérielle de la banque, valeur d'échange de la logorée, de l'avocat, du magistrat, de l'homme de théâtre. C'est-à-dire que la valeur d'échange symbolique et matérielle fonde le judaïsme. Et dès lors que le capitalisme est aboli, le judaïsme est aboli. Merci à vous, Francis Cousin.